Waouh! Les démocrates au Sénat des États-Unis ont enfin eu l'occasion de contre-interroger un haut responsable de Donald Trump au sujet des crimes de guerre commis par le régime Trump. Et ils se sont absolument pas retenus. Ils ont talonné Mike Waltz, l'ambassadeur aux Nations Unies. Ils ont aussi questionné Jeff Bartos, le représentant des États-Unis à l'ONU pour la gestion et la réforme, parce qu'apparemment, même un minimum de reddition de comptes est devenu un rebondissement spectaculaire dans l'univers de Trump. Voici ce qui s'est passé lorsque le sénateur démocrate Van Hollen a pressé Mike Waltz de répondre sur les crimes de guerre commis par le régime Trump. Regardez Mike Waltz, l'ambassadeur de Trump à l'ONU, se tortiller. Et je dois le préciser, c'est la première fois qu'un haut responsable de Trump se retrouve devant le Sénat des États-Unis pour être contre-interrogé de cette façon. En plus, cette audience devait porter sur un tout autre sujet. Mais les démocrates s'en sont servis pour exposer les crimes de guerre commis par le régime Trump, ainsi que la complicité qui les entoure. Regardez ça, vous allez être choqués. Voici l'échange. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il doit y avoir des conséquences pour les crimes de guerre? Et laissez-moi vous poser la question autrement. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il serait contraire au droit international de faire exploser un ensemble d'infrastructures civiles en Iran parce que l'Iran n'a pas accepté d'ouvrir le détroit d'Ormuz? Ce serait une violation du droit international humanitaire si on faisait réellement cela. En fait, c'est faux. Nous avons une longue histoire. On pourrait montrer vidéo après vidéo les ponts que nous avons bombardés pendant la Deuxième Guerre mondiale et au Vietnam, conflit après conflit, les centrales électriques en Serbie sous Clinton. Monsieur l'ambassadeur, c'était pas ma question. Cela a un double usage militaire et civil. Monsieur l'ambassadeur, c'était pas ma question. Le président Trump a menacé de frapper des infrastructures civiles si l'Iran n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz. Nous connaissons tout le droit international. Nous savons qu'il existe certaines exceptions à la règle générale voulant qu'on ne doive pas frapper des infrastructures civiles. Si l'ennemi les occupe, c'est autre chose. Mais ma question était différente. Vous ne pensez pas que ce serait une violation du droit international de faire exploser un ensemble d'infrastructures civiles simplement parce que le gouvernement iranien a refusé d'ouvrir le détroit d'Ormuz? Vous ne pensez pas que ce serait une violation? Le président Trump, l'américain, je pense qu'il serait contraire au droit international de ne pas utiliser tous les leviers dont il dispose. Et si vous avez des unités militaires qui utilisent des pompes pour se rendre vers le détroit d'Ormuz afin d'attaquer la navigation internationale et de lancer des missiles sur des centres de villégiature, des aéroports et des ports, de l'autre côté du détroit, alors oui, c'est absolument valable. Monsieur l'ambassadeur, essentiellement et je dois vous dire, comme vétéran qui a dû appuyer sur ses gâchettes, que je pense que le président a absolument raison. Je sais que vous aimez parler plutôt que répondre aux questions, mais laissez-moi vous demander ceci. Votre témoignage revient à dire que si vous avez un régime autoritaire n'importe où dans le monde, alors simplement parce qu'il est autoritaire, s'il n'obéit pas aux exigences des États-Unis, vous pouvez détruire ces infrastructures civiles. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Serait-ce une violation du droit international de détruire une civilisation? Serait-ce une violation du droit international humanitaire? Je pense que ce dont vous parlez, sénateur, c'est d'un tweet un peu dur face à un régime génocidaire qui scande mort à l'Amérique. Et là, vous allez parler d'un langage musclé, alors qu'en réalité, le résultat a été la diplomatie. Le résultat, c'est qu'on a eu la rencontre du plus haut niveau de l'histoire entre les États-Unis et le régime iranien et qu'on est revenu au cessez-le-feu. Donc, encore une fois, on se concentre sur ce qu'il dit. Peut être qu'on devrait revenir au moment où le détroit d'Ormuz était ouvert, avant que nous déclenchions la guerre qui a fermé le détroit d'Ormuz et rendu la situation plus radicale et plus extrémiste. Rien ne dit diplomatie sérieuse comme transformer une question oui ou non sur des crimes de guerre en longue pirouette pour éviter de répondre. Si cela ne vous choque pas déjà, regardez maintenant cet autre extrait. Le sénateur démocrate Van Hollen y contre-interroge Mike Waltz au sujet d'une déclaration qu'il avait faite lorsqu'il siégeait à la Chambre des représentants. Mike Waltz était alors membre du Congrès. On lui a donc demandé ceci. Et vous vous souvenez quand vous étiez membre du Congrès et que vous disiez que Vladimir Poutine était un criminel de guerre et que si Biden ne le disait pas,
ce qu'il a pourtant dit, il faudrait destituer Biden et le retirer du pouvoir. Vous vous souvenez de ça? Alors Poutine est-il encore un criminel de guerre? Regardez Mike Waltz, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, se tortiller. C'est franchement pathétique. Voici l'échange. Vous avez dit que le président Biden devait déclarer clairement que, je cite, Poutine est un criminel de guerre absolu, fin de citation. Maintenez-vous cette déclaration? Oui ou non? Poutine était-il, selon vous, un criminel de guerre absolu? Je vais vous dire, sénateur, les déclarations que j'ai faites comme membre du Congrès sont très différentes de celles que je fais maintenant comme ambassadeur à l'ONU, en travaillant pour le président Trump et en représentant les États-Unis. Donc, vous vous rétractez. Je soutiens certainement le président Trump dans tout ce qu'il fait pour mettre fin à cette horrible... je trouve simplement très intéressant, monsieur l'ambassadeur, que vous ayez exigé de l'ancien président Biden, dans des termes très clairs, qu'il condamne Poutine comme criminel de guerre et que vous refusiez maintenant de demander au président Trump de faire exactement la même chose. Comme vous le savez, il a refusé de faire ce que vous demandiez au président Biden de faire. Passons à autre chose. Comme vous le savez, sénateur, il est assez difficile de négocier la fin d'une guerre lorsqu'on adopte des positions aussi maximalistes. Et maintenant, être diplomate, être médiateur, accomplir ses objectifs, travailler pour lui et pour son programme, c'est très différent de la situation d'un élu au Congrès. C'est intéressant, monsieur l'ambassadeur. C'était pourtant une question simple. J'en conclus donc que vous ne demandez pas à ce président de faire ce que vous demandiez au précédent. C'est fou de voir à quelle vitesse le mot criminel de guerre devient soudainement trop délicat à prononcer dès que Trump est au pouvoir. Ensuite, le sénateur démocrate Murphy contre-interroge Mike Waltz au sujet de ses propos sur la destruction de toute la civilisation iranienne. Voici l'échange. Mais le président Trump a dit que si l'Iran ne se conformait pas à ses exigences, il mettrait fin à la civilisation iranienne avec des menaces précises visant des infrastructures civiles. Pour beaucoup d'entre nous et pour le reste du monde, cela ressemble à une promesse du président des États-Unis de commettre des crimes de guerre. Je suis certain que vous n'êtes pas d'accord avec cette évaluation, mais nous n'avons jamais eu auparavant un président qui menace de mettre fin à toute une civilisation et qui en rajoute si ce pays ne se plie pas aux exigences des États-Unis. Alors, que veut dire le président quand il dit que si ces négociations échouent, il mettra fin à la civilisation iranienne? Eh bien, sénateur, je pense que cette déclaration, replacée dans le contexte général, faisait aussi référence à des attaques contre des infrastructures, des ponts, des centrales électriques. Et nous savons tous que l'Iran a une longue histoire d'imbrication entre le civil et le militaire, qu'il cache des armes dans des hôpitaux et des écoles, et qu'il utilise ce qui peut sembler être de simples infrastructures civiles pour alimenter aussi des usines de drones et de missiles. Et l'IRGC, les gardiens de la Révolution, contrôlent près de 50% de l'économie. Je pense que cela ressemble franchement à... Enfin, regardez, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre fin à une civilisation. Mais je pense qu'il faut regarder le fait qu'on a un régime qui scande littéralement « mort à l'Amérique » depuis 47 ans, et qui est passé à l'acte. Il a tué des milliers d'Américains. Il a massacré son propre peuple. Savez-vous combien de balles de mitrailleuses il faut au cours d'une seule semaine pour tuer 40 000 de ses propres citoyens? Mais est-ce que cela justifie une menace de mettre fin à une civilisation? Sénateur, c'était du langage musclé. Et quels ont été les résultats? Les résultats, c'est qu'on a eu l'engagement du plus haut niveau de toute l'histoire du régime iranien avec le vice-président et le président du Parlement, moins d'une semaine plus tard. Nous avons eu un cessez-le-feu 48 heures plus tard. Ils ont clairement compris le message et ils sont clairement revenus à la table. Oui, et je pense qu'il y a une vraie question ici. Est-ce qu'on doit chercher à atteindre nos objectifs en menaçant un autre pays de perte massive parmi les civils? Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on devrait célébrer. Je ne sais pas si on devrait se féliciter d'être capable de forcer des nations à céder à nos exigences en menaçant de tuer. Eh bien,
En tant qu'anciens militaires, et je crois pouvoir parler au nom de notre armée, ils prennent toutes les précautions possibles pour éviter les pertes civiles, mais ce régime a réagi. Et encore une fois, si on se concentre sur les résultats plutôt que sur la rhétorique, ils sont revenus à la table, ils ont compris le message, ils ont mis en place le cessez-le-feu, ils ne l'ont pas respecté sur le détroit d'Ormuz, et maintenant les discussions se poursuivent. Apparemment, menacer d'effacer une civilisation au complet n'est plus qu'un simple langage musclé, ce qui est une drôle de façon de banaliser l'extrémisme. Autre contre-interrogatoire maintenant. Cette fois, le sénateur démocrate Murphy presse Mike Waltz sur le détroit d'Ormuz et sur la question suivante. Est-ce que l'administration avait prévu que l'Iran fermerait le détroit d'Ormuz ? Et là, Mike Waltz répond en gros, bien sûr, ce scénario a été simulé à maintes reprises. Sauf que Donald Trump, lui, n'a pas dit ça. Donald Trump a dit que c'était une énorme surprise. Et qu'en est-il du changement de régime, Mike Waltz ? Voici l'échange. Les résultats plutôt que la rhétorique. Ils sont revenus à la table, ils ont compris le message, ils ont mis en place le cessez-le-feu, ils ne l'ont pas respecté sur le détroit d'Ormuz, et maintenant les discussions se poursuivent. Laissez-moi vous poser une question sur le détroit, parce que c'est évidemment ce qui touche nos électeurs de façon importante. Est-ce que l'administration avait prévu que l'Iran fermerait le détroit, ou est-ce que cela a été une surprise ? Oh, je peux vous dire, pour avoir déjà travaillé au Pentagone, pour avoir servi dans l'armée pendant 27 ans, et compte tenu des comités où j'ai siégé au Congrès, que ce scénario a été simulé encore et encore et encore par le CENTCOM, le commandement central américain. Et comme vous le savez, le commandant du CENTCOM était auparavant le commandant de la 5e flotte à Bahreïn. Donc c'était prévu. Eh bien... C'était prévu, à ma connaissance, encore une fois, moi je suis assis là, à l'ONU. Donc oui, absolument. Mais en même temps, les mesures qu'ils ont prises pour couler près de 2 douzaines de poseurs de mines pour frapper les missiles terrestres qu'ils utilisent, et pour viser non seulement les drones, mais aussi la capacité de fabrication, ont permis de réduire drastiquement cette menace. C'est pourquoi je pense, on voit maintenant des dizaines de navires circuler depuis quelques jours, et des dizaines de cargaisons qui circulent comparativement à des centaines de navires en temps normal. Bien sûr, je veux dire, l'Iran, en violation du droit international, a maintenant déclaré que le détroit d'Ormuz lui appartenait. Cela punit essentiellement le monde entier. Et je pense que le président devrait être applaudi pour avoir renversé la situation. Parce que maintenant, leurs navires ne peuvent plus bouger. Enfin, juste une précision sur un autre objectif de guerre. Est-ce qu'un objectif de cette guerre est d'imposer un changement de régime ? Et si oui, avez-vous atteint cet objectif ? Le président a lui-même fait référence au fait que le régime aurait changé et que ce serait un sous-produit réussi de la guerre. Sénateur, je pense que le président a exposé ses objectifs de façon très claire, d'un point de vue militaire. Le vice-président l'a dit clairement, ouvrir les voies maritimes, aucun programme nucléaire, mettre fin à des décennies de soutien au terrorisme et parvenir à un arrangement négocié, vérifiable et applicable. Donc, pas un changement de régime. Eh bien, si le régime finit par changer d'une manière ou d'une autre, je vais vous dire une chose. Le régime doit changer de comportement. C'est inacceptable. Et nous ne pouvons pas le laisser obtenir une arme nucléaire. C'est quand même fascinant. Chaque scénario, soi-disant prévu d'avance, finit toujours par virer au chaos dès que Trump commence à le raconter. Ce que j'ai trouvé intéressant et aussi franchement pathétique dans le témoignage de Mike Waltz à ce moment-là, c'est ceci. Il essayait de faire croire que les déclarations musclées de Donald Trump et ses publications sur les réseaux sociaux, c'est ça qui avait amené l'Iran à la table des négociations de cessez-le-feu. Non, pas du tout. Ce que Donald Trump a fait, c'est mentir. Il a fait croire qu'il acceptait le cadre de négociation en 10 points de l'Iran. Et ce cadre donnait absolument tout à l'Iran. Le contrôle du détroit d'Ormuz, le maintien de tous ses missiles balistiques, l'enrichissement de l'uranium, des garanties de sécurité permanentes pour l'Iran, pour le Hezbollah, pour les Houthis au Yémen,
pour les groupes chiites en Irak, et bien plus encore, y compris des millions de dollars par navire qui passent dans le détroit. C'est pour ça que l'Iran est revenu à la table. C'est parce que ces représentations-là avaient été faites. Et ensuite, avez-vous remarqué ce que Waltz a dit? Il a dit que l'Iran ne respectait plus le cessez-le-feu. Mais ils avaient accepté le cadre en 10 points, et ensuite c'est vous qui avez changé l'entente. La négociation version Trump, c'est souvent appelé ça du levier, juste avant que tout éclate au visage de tout le monde. Quoi qu'il en soit, passons au sénateur démocrate Coons. Il a lui aussi contre-interrogé Mike Waltz, cette fois au sujet de l'autorisation de guerre. Parce que cette question-là relève du Sénat des États-Unis, et plus largement, c'est le Congrès qui détient le pouvoir d'autoriser la guerre. Alors que pense-t-on d'une petite chose appelée l'autorisation de guerre? Et tant qu'à y être, de l'article I de la Constitution, car le pouvoir de déclarer la guerre appartient ultimement au Congrès des États-Unis. Voici l'échange. Nous n'avons pas officiellement déclaré la guerre depuis des décennies. Mais lors du précédent conflit dans le Golfe Persique, nous avons eu audience après audience après audience et des votes au Congrès pour autoriser l'usage de la force militaire. Nous avons aussi, dans plusieurs conflits, respecté l'échéance de 60 jours prévue par la War Power Resolution. Et si nous la respections ici, il nous resterait environ 15 jours. Ma question est simple. Savez-vous s'il existe des plans pour demander une autorisation du Congrès si une guerre terrestre à grande échelle commence, ou si ce conflit reprend si le cessez-le-feu s'effondre? Et seriez-vous favorable à ce que le Congrès autorise ce conflit afin que les combattants que nous envoyons dans cette région sachent qu'ils ont l'appui du peuple américain par l'intermédiaire de ses représentants élus? Eh bien, sénateur, merci pour la question. Je ne voudrais certainement pas et ne devrait certainement pas devancer le président et ses échanges avec le Congrès. Et je ne voudrais certainement pas non plus présumer que nous allons avoir, comme vous le décrivez, un combat terrestre à grande échelle. Je pense que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il existe toute une série d'options entre la situation actuelle et une guerre terrestre de ce type, notamment pour retirer à l'Iran ses leviers. Il cherche à punir le monde entier avec la fermeture du détroit d'Ormuz et avec des attaques contre la navigation civile. Je peux vous dire qu'à l'ONU, nous avons vu un record. 135 nations se sont jointes à Bahreïn, aux pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, et aux États-Unis pour condamner l'Iran pour ses attaques contre des hôtels, des ports, des centres de villégiature et des quartiers. Et c'était remarquable de voir un tel niveau d'unité. Et je suis heureux aussi que nous soyons d'accord sur un point, nous ne pouvons pas permettre à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Et je suis reconnaissant que le président prenne des mesures audacieuses et décisives maintenant, avant que cela ne devienne un fait accompli. Avant que mon temps ne s'écoule, monsieur l'ambassadeur, je veux rappeler ceci. Nous n'avons reçu aucun briefing sur une menace imminente. On ne nous a présenté aucune information, ni en contexte classifié, ni en public, qui justifiait l'idée qu'il existait une menace imminente et qu'on ne pouvait pas poursuivre les négociations. Et l'absence d'un tel briefing ou d'une demande claire au Congrès pour autoriser ce conflit me préoccupe énormément. Nous partageons une même lecture des dangers de la région et de l'alignement croissant de nos adversaires dans le monde. La Corée du Nord, l'Iran, la Russie, la Chine. J'espère que vous transmettrez le message voulant qu'il y ait urgence à fournir un briefing rapide sur la menace imminente qui a déclenché ce conflit, ainsi qu'une urgence à demander une autorisation. Sinon, nous continuerons simplement à voter ici sur des résolutions relatives au pouvoir de guerre. Et cela enverra un message divisé. Et je ne veux pas que nous envoyions nos jeunes hommes et femmes au front avec un message divisé venant de ce Congrès. C'est remarquable à quel point l'autorité du Congrès devient soudainement facultative chaque fois que Trump veut improviser sa politique étrangère. Ensuite, le sénateur démocrate Kaine de Virginie explique comment Donald Trump a déchiré l'accord de désarmement nucléaire négocié avec l'Iran par l'ancien président Obama, un accord qui était efficace et qui fonctionnait. Et vous allez remarquer que Mike Waltz disait en gros l'Iran ne respectait pas l'accord et c'est pour ça qu'il a fallu attaquer ses installations nucléaires en juin dernier et les anéantir. Ce à quoi le sénateur Kaine répond, parce que Trump a déchiré l'accord en 2018. Il n'y avait plus d'accord
à respecter parce que vous l'avez détruit. Donald Trump l'a détruit en 2018. Voici l'échange. Nous le contrôlions par la diplomatie, mais pourquoi devrions-nous risquer la vie de militaires américains parce que nous avons déchiré un accord diplomatique? C'est de la folie. Cet accord diplomatique, sénateur, aurait inondé l'Iran d'argent, aurait inondé ses mandataires terroristes d'argent. Les clauses sur les missiles avaient déjà expiré et les clauses sur l'enrichissement ont expiré l'an dernier. L'accord ne nous interdisait pas d'agir contre aucune de ces activités. C'est extrêmement important parce que l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, s'est présentée devant son conseil des gouverneurs et, pour la première fois depuis des décennies, a dit que l'Iran n'était absolument pas en conformité. Il n'y a pas, après que les États-Unis ont déchiré l'accord, il n'y a aucune raison d'enrichir à 60%. Aucun pays au monde ne fait de l'enrichissement à 60%. Et ils ne l'auraient pas fait si nous n'avions pas déchiré l'accord. Ils ne l'ont pas fait avant que nous ne déchirions l'accord. Nous n'aurions jamais dû le déchirer. Ils trichaient sur l'accord avant même que l'accord soit rompu. Cela a été révélé en 2018. Vous n'étiez autorisé à voir certains sites qu'avec un préavis d'1 mois. Et ils avaient toute une série de sites militaires cachés que non seulement nos alliés, mais aussi l'AIEA ont exposés. Ils étaient absolument... J'ai été très généreux avec le temps. Et nous avons eu ce débat ici à plusieurs reprises. Évidemment, nous ne l'avons pas réglé, mais je vous remercie et nous sommes hors sujet. Détruire un accord, puis accuser la diplomatie de l'explosion qui suit, c'est une façon très trumpienne de réécrire la relation entre la cause et les faits. Et ensuite, le sénateur démocrate Kaine explique aussi ce qu'était cet accord et comment nous en sommes arrivés là. Je pense que c'est un moment très fort de cette audience. Voici l'échange, mais la plupart des Américains ne seraient pas d'accord avec l'idée d'une Amérique seule. Et je pense que l'interprétation des gestes de l'administration amène beaucoup de gens à se demander si c'est America First ou America Alone. J'aimerais déposer au dossier une liste des organisations et des traités dont les États-Unis se sont retirés sous les premières et deuxièmes administrations de Trump. C'est une liste de 5 pages, si vous permettez, Monsieur le Président. Les gens voient cela. Ils voient le président insulter des alliés, parler du Canada comme d'un 51 État ou parler d'une invasion du Groenland qui est liée à un allié de l'OTAN. Ils voient un président imposer des tarifs un peu n'importe comment à des alliés, y compris à des alliés avec lesquels nous avons pourtant un surplus commercial, comme l'Australie, et non un déficit. Et il pose la question, s'agit-il d'America First ou d'America Alone? Il regarde aussi les menaces du président de se retirer de l'OTAN, et il se pose la même question. Et je pense que ces questions ont été considérablement aggravées par la guerre en Iran. C'est une guerre pour laquelle le président n'a pas demandé d'autorisation au Congrès, contrairement à d'autres présidents dans le passé. C'est une guerre pour laquelle le président n'a pas consulté à l'avance les alliés dont les économies sont fortement touchées par le conflit. C'est une guerre pour laquelle l'administration n'a toujours pas présenté au Congrès, à ma satisfaction, de justification claire, ni de plan clair. Et jusqu'ici, les informations présentées ne l'ont été que sous forme classifiée. Résultat, nous ne pouvons pas partager pleinement avec nos électeurs, même avec ceux qui ont des enfants déployés dans la zone de conflit, ce que nous savons. Nous attendons toujours les premières audiences publiques. Et monsieur le secrétaire, il est injuste que vous soyez le premier haut responsable devant nous, parce que ces questions ne relèvent pas entièrement de votre champ de compétences. Et je le comprends. Mais la question de cette guerre a vraiment aiguillonné le débat. L'administration poursuit-elle une politique America First ou une politique America Alone? Comme vous le savez, cette guerre a coûté la vie à 13 militaires. Des centaines ont été blessés, des civils innocents ont été tués, ce qui arrive malheureusement même dans les meilleures circonstances. C'est triste qu'on ne puisse pas l'éviter. Et les conséquences économiques pour les États-Unis sont importantes. Mes électeurs paient $1 de plus par gallon d'essence qu'ils n'en payaient le 27 février. Les Virginiens achètent 8 millions de gallons d'essence par jour. Cela représente 8 millions de dollars qui sortent des poches des Virginiens chaque jour. Et cela se répercute à travers le pays et dans le reste du monde. Nous lisons aussi des nouvelles au sujet d'alliés comme l'Australie, qui souffrent réellement parce qu'ils importent du pétrole, et à cause de ce que la hausse du coût du pétrole depuis le 27 février leur a fait subir,
Est-ce qu'on se soucie encore de nos alliés ou est-ce qu'on poursuit une stratégie d'America Alone? Maintenant, Monsieur Waltz, représentant, pas ambassadeur, même si vous avez un titre d'ambassadeur. Vous avez parlé du fait que le président veut s'assurer que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. Et vous le savez déjà, mais au cas où certaines personnes qui nous regardent ne le sauraient pas, les États-Unis ont négocié sur une période de 2 ans un accord avec l'Iran, avec nos alliés européens et avec nos adversaires, la Chine et la Russie. Et la première page de cet accord disait ceci: l'Iran réaffirme qu'en aucune circonstance, l'Iran ne cherchera, ne développera ou n'acquérera jamais d'armes nucléaires. C'était une promesse permanente. Certains aspects de l'accord étaient des promesses de 10 ans ou de 15 ans. Mais il y avait 2 promesses permanentes. La première, c'était l'adhésion au protocole additionnel qui exigeait des inspections intrusives de l'AIEA. La seconde, c'était cette promesse permanente selon laquelle l'Iran ne chercherait jamais à acquérir ni à développer d'armes nucléaires. Et l'Iran a respecté cela jusqu'au moment où les États-Unis, sous la direction du président Trump, ont déchiré l'accord unilatéralement. Nos alliés disaient que cela fonctionnait, l'AIEA disait que cela fonctionnait. Les premiers secrétaires à la défense et d'État de Trump, Mattis et Tillerson, l'ont exhorté à rester dans l'accord parce qu'il fonctionnait. Le président l'a déchiré. Et ce que je trouve tragique, c'est que nous avons maintenant des militaires qui perdent la vie parce que les États-Unis ont détruit un accord diplomatique. Quand vous rendez la diplomatie impossible, vous rendez la guerre inévitable. America First finit souvent par sonner comme l'Amérique seule, avec un désastre de plus à gérer. Voilà. Et je pense qu'il était important de voir tous ces extraits dans leur contexte complet pour comprendre ce qui se passe réellement au Sénat et pour entendre ce que disent les hauts responsables de Donald Trump. D'ailleurs, savez-vous qui n'a toujours pas témoigné au sujet de cette guerre? Pete Hegseth, Marco Rubio. Et il y a autre chose de très intéressant là, dedans. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, n'a eu absolument aucun rôle dans les négociations avec l'Iran. Il n'était pas au Pakistan, il était un gala de l'UFC. Pendant que Donald Trump disait aux combattants masculins de l'UFC à quel point ils étaient beaux et séduisants, Marco Rubio, lui, célébrait là, bas comme une espèce de vedette invitée. Alors, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, Marco Rubio? Est-il en train de planifier l'invasion de Cuba? Est-ce le prochain détour? Les prochains crimes de guerre seront-ils à Cuba? Eh bien, les crimes de guerre à Cuba sont déjà en cours en ce moment même, pendant que le régime Trump affame la population jusqu'à la mort. Je peux être très critique et avoir de très très graves réserves, et c'est un euphémisme à l'égard des régimes. Mais ce que fait le régime Trump, c'est tuer des gens. Les petites filles en Iran, les gens dans les écoles, les gens dans les hôpitaux, les civils, les gens au Liban, les gens à Beyrouth. C'est ce que Donald Trump et Netanyahou étaient en train de faire, et à Cuba aussi. Et comme par hasard, les adultes dans la pièce se retrouvent toujours au bord du ring, exactement au moment où les vraies questions commencent. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.